Bonjour à tous. Ou peut-être rebonjour. Après cette première partie sur les multiples et diviseurs, nous voilà prêts maintenant pour notre rencontre avec les nombres premiers. Rappelez-vous, ils sont au cœur de la conjecture de Goldbach. Tout nombre pair supérieur ou égal à 4 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Nous allons observer les nombres premiers d'un peu plus près pour essayer de percer les mystères de cette célèbre conjecture. Tout nombre entier naturel strictement supérieur à 1 possède toujours au moins deux diviseurs, 1 et lui-même. On dit que ces diviseurs sont triviaux. S'il ne possède pas d'autres diviseurs que ces deux-là, on dira que ce nombre est premier. D'où la définition suivante. On dit qu'un entier naturel P est un nombre premier s'il admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Voici quelques exemples. 1 n'est pas un nombre premier car il n'a qu'un seul diviseur, 1. 2 est un nombre premier car il n'est divisible que par 1 et par lui-même. 7 est un nombre premier car il n'est divisible que par 1 et par lui-même. 9 n'est pas un nombre premier car il a 3 diviseurs, 1, 3 et 9. Citons maintenant un théorème important. Il existe une infinité de nombres premiers. Ce théorème est admis en classe de seconde. Une question naturelle se pose alors. Comment savoir si un nombre donné est premier ou non? Faisons un premier tri plutôt grossier. Les nombres pairs, à l'exception de 2, ne sont pas premiers. En effet, ils sont divisibles par 2. Donc un nombre premier différent de 2 est forcément impair. Mais tous les impairs ne sont pas forcément premiers. 9 par exemple, on l'a vu, il n'est pas premier, car divisible par 3. Prenons 11, 17 ou 19, il est quasi immédiat de voir qu'ils sont premiers. Mais pour le nombre 729, premier ou non? Et non, il ne l'est pas. Les critères de divisibilité rappelés dans la vidéo précédente nous permettent de voir rapidement que ce nombre est divisible par 9. En effet, la somme de ces chiffres 7 plus 2 plus 9 fait 18 qui est divisible par 9. Mais pour certains nombres, ce n'est pas toujours aussi évident. Par exemple, 2021. Est-il un nombre premier? Au premier coup d'œil, aucun de nos critères de divisibilité ne nous permet de déceler un diviseur évident. Alors comment faire? On peut simplement essayer de vérifier si la définition est satisfaite ou non. Égrener les entiers un par un, en testant si oui ou non, ils divisent 2021. Si on en trouve un, hop, c'est fini. Le nombre 2021 n'est pas premier. Si on n'en trouve pas, eh bien c'est que 2021 est premier. L'idée est simple, mais c'est long. Très long. Démarche simple, mais longue et fastidieuse à mettre en œuvre à la main? Voilà le genre de situation dans lequel il est pertinent d'utiliser l'ordinateur. Nous allons programmer cet algorithme en Python. Regardez le script suivant. On a écrit en Python une fonction primalité qui renvoie premier ou non premier selon la primalité du nombre n placé en argument. Bon, déjà si n égale 0 ou 1, il n'est pas premier. Une fois ces cas particuliers écartés, on teste si n est divisible par 2, puis par 3, puis par 4, et ainsi de suite. Il faut donner un nom à la variable qui correspond au diviseur et qui va prendre les valeurs 2, 3, 4, etc. Nommons-la par exemple d. On commence donc par initialiser d à 2, et puis on lance les tests. Quand va-t-on s'arrêter? Eh bien quand on aura trouvé un diviseur, ou quand on sera arrivé au bout de nos tests sans succès. Autrement dit, on continue tant que le nombre n n'est pas divisible par d, et que d n'a pas atteint n. En Python, pour tester la divisibilité de n par d, on utilise le symbole qui donne le reste de la division euclidienne de n par d. Et on conclut selon que ce reste est nul ou non. À chaque passage dans la boucle, bien sûr, on incrémente d de 1. Une fois sorti de la boucle tant que, on regarde pourquoi on en est sorti. Si c'est parce que d a atteint n, c'est qu'on n'a pas trouvé de diviseur, et donc que n est premier. Sinon, c'est qu'on est sorti parce qu'on a trouvé une valeur de d strictement inférieure à n et qui divise n. Et donc cela veut dire que n n'est pas premier. Tiens, tu entends? On dirait... Algoman? Algoman, expert informatique. Oui, c'est bien moi, Algoman. Je me sens obligé d'intervenir car votre programme est correct, mais trop coûteux. Trop coûteux? Je ne savais pas que les informaticiens étaient radins. Mais non, je ne parle pas d'argent. En informatique, ce qu'on appelle le coût, c'est plutôt une histoire de temps d'exécution du programme. Ce temps d'exécution dépend de deux choses, la façon dont l'algorithme a été écrit et les valeurs que vous allez tester en paramètres d'entrée. Si on prend votre programme, pas de souci, il sera efficace pour tester des petits nombres n, ou les nombres qui ont des diviseurs pas trop grands, rapidement trouvés par le programme.
Par contre, si vous voulez le faire fonctionner pour des grands nombres, il va mettre beaucoup de temps à répondre. Testons par exemple le nombre 97. Il est premier. Votre programme a donné la réponse quasi instantanément. Testons maintenant le grand nombre 900 milliards qui n'est pas premier puisque c'est un nombre pair. Le programme répond tout de suite. Pas étonnant, l'algorithme s'arrête à la première itération de la boucle tant que, puisque 2 est diviseur. Pour vraiment tester le coût de ce programme, choisissons un nombre test qui soit grand et premier, afin de passer par toutes les itérations de la boucle tant que. Hop. Bonjour, veuillez ne pas quitter, nous allons prendre votre appel. Veuillez ne pas quitter, nous allons prendre votre appel. Et oui, le programme a mis 2 minutes et 43 secondes pour conclure que ce nombre est premier. Et encore, le nombre qu'on a choisi est grand, mais ce n'est pas non plus un monstre. Autant de temps, c'est pénible. Très pénible. Voyons ce qu'on peut faire. Regardez, dans la boucle tant que, vous testez la divisibilité de n par tous les entiers de 2 à n-1. Mais en fait, c'est inutile. On peut se contenter, après avoir testé la divisibilité par 2, de tester la divisibilité par les entiers impairs seulement. En effet, si n n'est déjà pas divisible par 2, il ne le sera pas non plus par 4, 6, 8, 10, etc. Voilà l'algorithme obtenu. Observez le peu de changements. On commence par tester la divisibilité par 2. Deux cas se présentent. Soit n est divisible par 2, si c'est de lui-même il est premier, sinon il ne l'est pas. Soit n n'est pas divisible par 2, et dans ce cas on se contente de tester la divisibilité par les entiers d impairs, on initialise donc d à 3 cette fois, et on incrémente de 2 à chaque passage de la boucle. Ainsi, d vaudra 3, 5, 7, 9, etc. Allez, nous allons faire tourner notre algorithme avec notre nombre test. Pas mal, 1 minute 22. Super, c'est moitié moins de temps que le programme précédent. Et oui, en ne prenant que les diviseurs impairs, le programme passe 2 fois moins de temps. Mais ce n'est pas encore assez performant. Imaginez si votre programme était appelé des millions de fois par seconde, comme le sont par exemple les applications de réseaux sociaux. Il faudrait gagner davantage de temps encore. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. Ce qui va suivre va pulvériser le record de temps actuel. En réalité, il n'est pas utile de tester les diviseurs jusque n-1. On peut s'arrêter à la racine carrée de n. Si on ne trouve pas de diviseur plus petit que racine carrée de n, on n'en trouvera pas du tout. C'est une propriété mathématique ça, non? C'est juste, s'il n'y avait pas de diviseur avant racine de n, il n'y en aurait pas après non plus. Expliquons cette remarque en observant d'abord ce qui se passe pour un nombre qui a des diviseurs. Prenons le nombre 100 par exemple. Il est bien sûr divisible par 1 et par 100. Est-il divisible par 2? Oui, 100 c'est 2 fois 50. On obtient donc du même coup le diviseur 50. Les diviseurs vont toujours par paire. 100 est-il divisible par 3? Non. Par 4? Oui. 100 c'est 4 fois 25. On obtient donc du même coup le diviseur 25. Pendant que d'un côté les diviseurs augmentent, de l'autre ils diminuent. Continuons notre chemin. 5 est un diviseur de 100. On obtient grâce à lui le diviseur 20. 6, 7, 8, 9 ne sont pas des diviseurs de 100. Le prochain diviseur de 100 est 10. 100, c'est 10 fois 10. On est à la croisée des chemins. Les diviseurs de gauche vont maintenant passer au-dessus de 10, alors que ceux de droite vont passer en dessous de 10. Et quand on poursuit notre chemin, tous les diviseurs que l'on rencontre à droite maintenant ne sont pas nouveaux, puisque ce sont ceux que nous avons déjà rencontrés à gauche, et vice-versa. À ce stade, nous avons donc listé tous les diviseurs de 100. La croisée des chemins, c'est 10, le nombre qui multiplié par lui-même vaut 100. Bref, la racine carrée de 100. Cela implique donc d'un point de vue plus général, pour un nombre n, que si on n'a pas rencontré de diviseur de n jusqu'à la croisée des chemins, c'est-à-dire jusqu'à racine de n, on n'en rencontrera donc plus après non plus. Dans ce cas, le nombre est premier. Voici donc le programme amélioré grâce à cette remarque. Comme vous le voyez, très peu de changements dans cet algorithme. On a changé la condition d'arrêt du temps que, on arrête les tests dès que d dépasse racine carrée de n. Par contre, admirez le gain énorme au niveau du coût.
On reprend notre grand nombre test de tout à l'heure et on fait tourner notre nouvel algo. Hop. 7 millièmes de seconde, c'est pas beau ça? On a divisé par quasiment 12 000 le temps de calcul cette fois-ci. Impressionnant. Merci Algoman, c'est super. Et à bientôt. Attendez! Avant de partir, en bonus, je vous ai préparé un petit comparatif du temps d'exécution de chacun de nos 3 programmes en fonction du nombre n saisi en entrée. Bien sûr, je ne me suis intéressé qu'au nombre n premier. Regardez, entre le programme 1 et le programme 2, on voit clairement apparaître le coefficient 1,5. Vous ne voyez pas le graphe x3? Et pourtant, il est bien là. Mais l'échelle actuelle ne nous permet pas de le visualiser tellement le programme 3 est performant. Vous pouvez le voir ici après changement d'échelle. Par exemple 2021. Est-il un nombre premier? Puisqu'on est capable, avec un programme informatique, de tester la primalité d'un nombre, il est légitime aussi de se demander s'il existe une formule permettant de générer la liste de tous les nombres premiers. Quand on tient un nombre premier, peut-on facilement en déduire le suivant? Malheureusement, personne n'a pour l'instant trouvé une formule de ce type. On connaît cependant une méthode algorithmique qui permet, en passant au crible tous les nombres jusqu'à un seuil fixé, de mettre en évidence ceux d'entre eux qui sont premiers. Ce procédé est connu sous le nom de crible d'Ératosthène. Vous l'avez déjà rencontré au collège. Par exemple, passons au crible tous les nombres jusque 100. 1 n'est pas premier, je le barre. 2 a exactement 2 diviseurs, 1 est lui-même, il est premier, je le colorie et je barre dans la liste restante tous ses multiples. 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, etc. Ils ne sont pas premiers puisqu'ils sont divisibles par 2. Le prochain nombre non barré est 3. Il n'a pas été barré, ça veut dire qu'il n'a pas de diviseur, sauf 1 et lui-même bien entendu. Il est donc premier. Je le colorie et je barre dans la liste restante tous ses multiples. 3 x 2, mais celui-ci a déjà été barré car c'est un multiple de 2, 3 x 3, 3 x 4, etc. Prochain nombre non barré est 5. Il est donc premier, sinon il aurait été barré. Je le colorie et je barre dans la liste restante tous ses multiples. 5 x 2 a déjà été barré en tant que multiple de 2, 5 x 3 aussi en tant que multiple de 3, 5 x 4 en tant que multiple de 2. Vous l'avez compris, inutile de regarder les nombres en dessous de 5 x 5, ils ont forcément déjà été barrés. Le prochain nombre non barré est 7. Il est donc premier. Je le colorie et je barre dans la liste restante tous ses multiples. Vous l'avez compris, inutile de s'occuper des multiples inférieurs à 7 x 7. Ils ont déjà été barrés en tant que multiples de 2, de 3 et de 5. Prochain nombre non barré est 11. Il est donc premier. Je le colorie et je barre dans la liste restante tous ses multiples. Vous le savez maintenant, pas la peine de s'occuper des multiples inférieurs à 11 x 11. Ah mais alors, on a fini? Bah oui, 11 x 11, c'est-à-dire 11 au carré, ça dépasse 100 la taille de notre grille. Il n'y a donc plus de nombres à barrer dans cette grille. Tous ceux qui restent sont donc premiers. En fait, dès qu'on dépasse 10, qui au carré fait 100, c'est fini. Vous avez donc maintenant devant les yeux, dans les cases coloriées, la liste de tous les nombres premiers inférieurs à 100. Et voici une question flash. Pour construire le crible d'Ératosthène de taille 400, à quel nombre peut-on arrêter le passage au crible? La racine carrée de 400 est 20, c'est là où on peut arrêter le passage au crible. Les nombres premiers sont aux nombres entiers ce que les couleurs primaires sont aux couleurs. Les nombres premiers, à eux seuls, permettent en quelque sorte de générer, par produit, tous les nombres entiers. Énonçons cela rigoureusement. C'est le théorème fondamental de l'arithmétique. Tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en produit de nombres premiers, et cela de manière unique. Prenons un exemple, le nombre 60. En cherchant ses diviseurs premiers dans l'ordre croissant, eh bien on tombe sur 2, 60 est divisible par 2 puisque c'est 2 fois 30. 30 est divisible par 2 puisque 30 égale 2 fois 15, et 15 est divisible par 3 puisque 15 égale 3 fois 5. 5, lui, est un nombre premier. Au final, la décomposition cherchée de 60 est donc la suivante. 60 égale 2 fois 2 fois 3 fois 5. Voici un exercice d'application, le trésor des pirates. Mettez en pause le temps de le résoudre et à tout de suite pour la correction. Le nombre de pirates est un diviseur du nombre de diamants, mais aussi du nombre de perles et du nombre de pièces d'or.
Nous allons donc observer ces diviseurs d'un peu plus près. Pour cela, écrivons la décomposition en produit de facteurs premiers de chacun de ces nombres. 69, c'est égal à 3 fois 23. 1150, c'est 2 fois 5 au carré fois 23. Et 4140, c'est 2 au carré fois 3 au carré fois 5 fois 23. Grâce à sa décomposition en produit de facteurs premiers, on voit que 69 a en tout 4 diviseurs. 1, 3, 23 et 69 lui-même. Le nombre de pirates est donc un de ces 4 nombres. Considérant qu'une bande de pirates est constituée de plusieurs pirates, on peut déjà exclure 1. Le nombre de pirates ne peut pas être 3, car il devrait diviser le nombre de paires, mais ce n'est pas le cas. 1150 ne comporte pas le facteur 3 dans sa décomposition. 3 n'en est donc pas diviseur. Pour les mêmes raisons, le nombre de pirates ne peut pas non plus être 69. Le nombre 23, quant à lui, est un diviseur commun du nombre de diamants, de perles et de pièces d'or. Et c'est le seul. Il y a donc 23 pirates. Et pour ceux d'entre vous qui aiment les énigmes, voici un classique du genre. Nous vous laissons y réfléchir, n'hésitez pas à proposer vos réponses dans les commentaires de cette vidéo. Vous pourrez, après avoir bien cherché évidemment, trouver la correction facilement sur internet. Voilà, de notre côté, on a fait le tour de ce qui est à connaître en arithmétique au programme de seconde. N'empêche que j'irai bien un peu plus loin. Moi aussi. Allez, envolons-nous vers quelques applications et réflexions autour des nombres premiers. D'ailleurs, il nous faut encore revenir aussi sur la conjecture de Goldbach. Commençons par évoquer une application des nombres premiers d'une importance capitale dans notre monde moderne. La cryptographie, science centrée sur la création de codes et de méthodes de décodage d'une information. L'arrivée des ordinateurs et le développement considérable de leur capacité de traitement de l'information obligent les créateurs de code à développer des recherches concernant l'inviolabilité de leur information. Aujourd'hui, courrier électronique, transactions bancaires, cartes de crédit, communication sont protégés au moyen de clés secrètes, basées directement sur la décomposition en nombres premiers. Regardez le nombre n suivant. Il a été fabriqué en multipliant deux grands nombres premiers p et q. Pouvez-vous retrouver cette décomposition p fois q? C'est le type de clé utilisé dans le chiffrement RSA, l'une des méthodes actuellement les plus employées en cryptographie, car offrant une sécurité extrême. Pour casser le code et pirater des informations secrètes, il faut être capable de retrouver les deux facteurs premiers p et q qui constituent ce nombre n. C'est théoriquement possible, bien sûr, nous l'avons vu, mais en pratique, comme ce nombre n est très grand, c'est incroyablement laborieux, voire impossible, même avec un ordinateur très puissant. C'est ce qui assure la fiabilité de ce système. Les mathématiciens sont donc toujours à la recherche de nombres premiers de plus en plus grands. Et même si plus on avance, plus il se raréfie, on sait tout de même, grâce au théorème 1 énoncé tout à l'heure, qu'il en existe une infinité, et que cette recherche n'est donc pas vaine. Le plus grand nombre premier connu au moment où nous enregistrons cette vidéo est un nombre dont l'écriture en base 10 est constituée de presque 25 millions de chiffres. C'est P égale 2 puissance 82 589 933 moins 1. Quittons la cryptographie et allons nous promener maintenant du côté du théorème fondamental de l'arithmétique et de la conjecture de Goldbach. Nous avons dit tout à l'heure que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Autrement dit, en effectuant des multiplications de nombres premiers, on peut retrouver tous les autres. Se produit-il un phénomène identique avec l'addition? Observons ce qu'il se passe lorsque l'on additionne deux nombres premiers. Pour l'instant, mettons de côté le nombre 2, seul nombre premier pair, et commençons par calculer toutes les sommes possibles avec les nombres premiers entre 3 et, par exemple, 19. Pour n'en oublier aucune, nous allons remplir le tableau à double entrée suivant, en effectuant les différentes additions. Notons qu'il n'est pas utile de remplir la partie inférieure du tableau, on y retrouverait exactement les mêmes résultats que dans la partie supérieure. 3 plus 3 égale 6, 3 plus 5 égale 8, 3 plus 7 égale 10, etc., etc. La première remarque qui nous vient une fois ce tableau complété est que tous les résultats obtenus sont pairs. Ce n'est pas si surprenant. Les nombres premiers supérieurs à 3 sont forcément impairs, et on a déjà vu que la somme de deux nombres impairs était un nombre pair. En observant maintenant les résultats de plus près, on constate que tous les nombres pairs entre 6 et 38 sont présents. Mieux, et vous pouvez essayer, si l'on poursuit le processus et que l'on rajoute des lignes et colonnes dans le tableau avec les nombres premiers suivants, 23, 29, 31, eh bien on a le sentiment que la grille se remplit peu à peu avec tous les nombres pairs supérieurs à 6.
Et puisque 4 est aussi une somme de deux nombres premiers, 4 c'est 2 plus 2, il semble donc qu'une addition de deux nombres premiers suffise pour obtenir n'importe quel nombre pair plus grand que 4. C'est exactement l'observation qu'avaient faite Goldbach et Euler, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de conjecture de Goldbach. Tout nombre pair supérieur ou égal à 4 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Et si l'on part du principe que cette conjecture est vraie, on peut même aller plus loin. Il est en effet facile dans ce cas de voir qu'un nombre impair, plus grand que 7, est lui toujours somme de trois nombres premiers. Et comme 2, 3 et 5 sont déjà des nombres premiers, il semblerait donc que tout nombre plus grand que 2 soit somme d'au plus 3 nombres premiers. Autrement dit, on pourrait obtenir n'importe quel nombre plus grand que 2 en additionnant que des nombres premiers. Et ça, sans jamais effectuer plus de 3 additions. Imaginez, la décomposition multiplicative, le fameux théorème fondamental de l'arithmétique que nous évoquions tout à l'heure, est déjà si efficace. Alors qui sait, une décomposition additive aurait peut-être de quoi ouvrir de nouvelles portes en arithmétique. Ce serait beau. Oui mais voilà, la conjecture de Goldbach est-elle vraie? Depuis cette fameuse année 1742, de nombreux mathématiciens ont tenté de la démontrer, en vain. Bien sûr, il y a eu des avancées significatives, et certains mathématiciens ont semblé proches du but, mais la démonstration résiste. On a bien vérifié qu'elle fonctionne pour un très grand nombre d'exemples, à la main d'abord, puis avec l'aide de l'informatique ensuite, mais même si cela renforce notre intime conviction qu'elle est vraie, ça ne le prouve tout de même pas dans le cas général. Et il est tout aussi difficile d'essayer de prouver qu'elle est fausse, car il faudrait trouver un contre-exemple, c'est-à-dire un nombre pair qui ne pourrait pas se décomposer en somme de deux nombres premiers, ce qui n'est pas facile à vérifier lorsque le nombre pair en question est très grand. Bref, il faut bien reconnaître qu'à ce jour, près de 300 ans après son énoncé, on ne sait toujours pas si cette conjecture est vraie ou fausse. Et oui, même en mathématiques, on n'a pas réponse à tout. Heureusement, à travers le monde, la recherche se poursuit encore, même au XXIe siècle. Pour ceux d'entre vous qui aiment la littérature ou le cinéma, voici quelques œuvres dont l'intrigue tourne autour de la conjecture de Goldbach. Dans ces œuvres, certains personnages prétendent avoir la preuve que la conjecture de Goldbach est vraie. Mais comme souvent, la fiction dépasse la réalité. Si le défi ne vous fait pas peur, sachez qu'il existe d'autres problèmes encore non résolus concernant les nombres entiers. Citons par exemple celui de la suite de Syracuse. Certaines récompenses sont même promises pour leur résolution. Voyez comme l'étude des nombres est passionnante. Et ce n'est pas fini. On vous retrouve prochainement dans d'autres vidéos où nous nous consacrerons aux autres ensembles de nombres et à leurs secrets. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner. Et n'oubliez pas, On fait des maths. I'm a simple man, don't wanna complicate you. Complicate you. I'm a simple man, don't wanna. Je trouvais ça beau, la croisée des chemins. On peut se contenter, après avoir testé la divisibilité par 2, de tester la divisibilité par les entiers. Ouais mais il rigole. Désolé.